En entrant dans la chambre, le type aux cheveux blancs a l'air sur le point de s'effondrer. Notre héros le soutient tant bien que mal, marmonnant des jurons entre ses dents parce que le bougre pèse une tonne. Le gars transpire comme un bœuf et pour couronner le tout, il devient agressif dès qu'on lui parle d'aller à l'hosto. Ça se voit à des kilomètres qu'il cache un truc louche. Le gamin veut juste lui poser un verre d'eau et se tirer d'ici au plus vite, mais l'autre s'est levé avec la ferme intention de lui pourrir ses plans. D'un mouvement brusque que personne n'a vu venir, le blond platine lui chope le bras et l'envoie valser sur le lit d'un coup sec. Il se retrouve coincé là, face à face, sans savoir s'il va se faire interroger ou s'il est sur le point de faire une connerie qu'il va regretter. L'autre l'accuse d'être un vautour comme les types du club, alors que notre héros sent qu'il est au bout du rouleau et qu'il n'a plus la patience pour ce genre de drama. Pour comprendre ce bordel, il faut remonter 1 heure en arrière, dans une de ces soirées VIP où l'air empeste le parfum de luxe et le fric sale. Le héros est au bar, rêvant d'être n'importe où ailleurs, quand son portable se met à vibrer. C'est son contact J, un mec qui a autant de tact qu'un carambolage sur l'autoroute, qui lui envoie un message pour lui dire de ne pas lâcher la cible d'une semelle. Notre protagoniste, qui est un modèle de professionnalisme, lui répond avec un selfie en lui adressant son plus beau majeur. La cible, c'est Crystal, une influenceuse blindée qui attire les emmerdes comme un aimant, même si elle n'est qu'un appât. Le vrai gros poisson, c'est son oncle, Dominique, un mafieux tellement influent qu'il contrôle tout le marché noir. C'est sa seule piste pour retrouver le diamant rouge, quitte à risquer sa peau pour obtenir l'info. Et alors qu'il essaie de se faire discret au comptoir, il finit par surprendre la conversation de 2 types qui sont la lie de l'humanité. Juste à côté de lui, 2 crevures ont jeté leur dévolu sur Théo Yeon, le plus jeune héritier du groupe Yeon-sun. C'est censé être le fils invisible de la famille, mais avec sa gueule d'ange et ses cheveux argentés, pour la discrétion, on repassera. Le plan de ces types est aussi basique que dégueulasse le droguer, le filmer dans une position compromettante et le faire chanter jusqu'à la fin de ses jours. Regardez-les, ils sont persuadés d'avoir décroché le gros lot. Le héros essaie de regarder ailleurs, il a déjà bien assez de problèmes comme ça. Mais c'est impossible d'ignorer que l'héritier est en train de s'effondrer totalement. Théo est en sueur, complètement défoncé quand leurs regards se croisent 1 seconde, le héros hésite à tracer sa route. Mais ça dégénère quand les types commencent à le bousculer, faisant semblant d'être ses potes tout en se marrant de voir à quel point la drogue l'a assommé. Sérieux, il y a vraiment des gens qui n'ont aucune race. C'en est trop pour notre héros. Il se lève du bar avec cette aura qui te fait comprendre que quelqu'un va passer un sale quart d'heure. Il intervient pile au moment où il l'embarque et, sans décrocher un mot, il décoche une droite monumentale au premier qui se trouve sur son chemin. Il le met hors d'état de nuire avant même qu'il puisse réagir, s'épargnant ainsi toute discussion inutile. La blonde du groupe ne comprend rien à ce qui lui arrive, et les autres sont sous le choc pendant que le héros leur lance un regard méprisant, leur faisant comprendre qu'il ferait mieux de déguerpir avant que ça ne devienne vraiment moche. À cause de ce bordel, il a perdu Crystal de vue, et ça le met d'une humeur de chien. L'un des sbires essaie de jouer les durs, mais le héros le neutralise d'un mouvement si fluide que le type finit par embrasser le carrelage avant d'avoir pu esquisser un geste. C'est la fin de la récré pour ces petits malfrats de pacotille. Une fois le ménage fait, il s'approche de Théo, qui est toujours affalé sur la table en racontant n'importe quoi, et finit par le charger sur son épaule comme un vulgaire sac de ciment. L'héritier a le cerveau complètement grillé par la came, mais il a encore assez d'orgueil pour refuser l'hôpital et exiger qu'on le ramène directement à son hôtel. On voit direct que le gamin est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est le genre de type qui entre dans un 5 étoiles, donne son nom et les clés de la suite lui tombent tout de suite dans la main. Le héros accepte la mission, même s'il l'a mauvaise d'avoir foiré son plan initial pour secourir un inconnu. Il le sort de ce trou à rats, alors que l'autre bafouille que tout tourne autour de lui et se contente de lui dire de marcher droit s'il ne veut pas finir sur le trottoir. Une chose est sûre, le fils invisible des Yeon lui doit une fière chandelle. Théo Yeon n'est pas un héritier comme les autres. C'est le Benjamin du groupe Yeon-sun, le genre de type qui trouvait que reprendre l'empire familial était une corvée et qui a préféré la lumière des projecteurs. Il gère une boîte de BTP entre 2 défilés de mode et il a même plaqué le Grand Prix après avoir décroché un record mondial, juste pour le plaisir de l'avoir fait. En bref, une gueule d'ange, un compte en banque illimité et beaucoup trop de temps libre. Mais une fois dans la chambre, l'ambiance a radicalement changé. Théo est complètement défoncé, sans le moindre filtre, et c'est là qu'il lâche sa bombe. Il connaît le vrai nom de Gunmu. Le cœur de Gunmu a raté un battement. Il est censé être une ombre, un fantôme qui n'existe nulle part. Et pourtant, ce petit prince au cerveau embrumé l'a grillé depuis un bail. Théo n'est pas là pour plaisanter. Il lui annonce la couleur sans détour. Il sait exactement ce qu'il veut et lui lance un ultimatum. Si Gunmu ne se met pas au diapason, il a carte blanche pour le mettre KO sur le champ. Comme vous vous en doutez, il n'a pas eu besoin de ses points pour le mettre hors de combat, même s'il a fini sur les rotules pour des raisons bien plus stimulantes. Au lever du jour, Gunmu fume une clope sur le balcon en essayant de digérer ce fiasco. Ça fait 1 an et demi qu'il infiltre les cercles les plus puissants,
et il ne s'attendait pas à ce que sa plus grande menace soit un ivrogne avec une tête de mannequin. Il contemple le gamin qui dort et doit bien l'admettre, l'héritier a de la gueule, même quand il ne sait plus sur quelle planète il habite. Ce qu'il ne s'explique pas, c'est le comment. Gunmu s'est plié en 4 pour devenir l'homme le plus invisible du monde, et pourtant, ce mec a gravé son nom dans sa mémoire. Il reste planté là, sentant chaque muscle de son corps le faire souffrir, tout en enchaînant les cigarettes. Gunmu a l'impression d'être passé sous un train. Entre les substances que l'autre s'était enfilées et son énergie débordante, il a fini physiquement lessivé. Ce type est un vrai danger. Il est capable de démasquer ton identité secrète et de te vider de tes forces en une seule nuit, le tout avec le même flegme que s'il signait un chèque. Maintenant, Gunmu se demande comment expliquer ce bordel à son contact avant de quitter la ville demain. Avec un peu de chance, ce ne sera qu'une erreur d'un soir. Enfin, c'est ce qu'il essaie de se dire. Le jour se lève sur la suite impériale. L'héritier déambule avec un calme olympien, comme s'il n'avait pas un type au bord de la crise de nerfs planté au milieu de son salon. Le voilà qui se prépare un café, traînant en peignoir pour bien mettre son physique en valeur devant l'objectif, pendant que Gunmu l'attend de pied ferme, d'une humeur absolument massacrante. Même si le gamin l'a réveillé parce qu'il ne tenait plus d'impatience, le blondinet bouge avec la nonchalance de celui qui n'a jamais eu à pointer de sa vie. Gunmu veut juste boucler cette affaire avant de disparaître de la circulation, mais Théo joue la carte de la diplomatie et met de la distance, comme si la nuit dernière n'avait été qu'une simple formalité administrative. Quand Gunmu l'accuse de l'avoir séquestré, ce culotté ne se démonte pas et lui rétorque du tac au tac s'il est encore là à l'écouter, c'est qu'au fond, il a pris bien plus de plaisir qu'il ne veut bien l'admettre. Pour bien lui montrer qui commande, il sort la carte juridique. Selon sa logique, si Gunmu l'avait déposé à l'hosto, ses avocats lui auraient déjà collé 3 procès au cul juste pour protéger l'image de marque de la boîte. En gros, il lui fait comprendre qu'il ne va pas l'envoyer en tôle après s'être autant amusé avec lui toute la nuit, toujours avec ce flegme agaçant. L'héritier lui demande son numéro pour qu'il reste en contact. Excédé par ses manières, Gunmu claque sa carte de visite sur la table en lui disant d'en faire ce qu'il veut, mais de l'oublier définitivement. Il quitte les lieux furax, l'orgueil en miettes et un goût amer en bouche, après s'être coltiné un psychopathe pareil. Dans le couloir, il manque de percuter une femme flanquée d'un garde du corps large, comme une armoire à glace. C'est Sona Yeon, la présidente de l'hôtel, la seule qui entre sans frapper. Elle commence par le sermonner comme un gamin qui a fait une bêtise, lui reprochant de ne pas avoir donné de nouvelles et de sentir le tabac. Théo ne bronche pas, il hausse les épaules et lui rappelle que c'est elle qui fume. L'arrogance est visiblement un trait de famille. Sona ne tourne pas autour du pot et lui balance ses 4 vérités. Les types qui ont essayé de le droguer hier soir n'étaient pas des amateurs, mais ceux-là même qui avaient déjà tenté de saboter l'hôtel. Pendant que Théo s'envoyait en l'air, elle a fini par perdre patience. Elle lui avait laissé le bénéfice du doute parce qu'il prétendait traiter son corps comme un temple, mais au vu de ce qui s'est passé cette nuit, on dirait bien que le temple est ouvert aux 4 vents. Sona l'envoie direct à l'hôpital pour qu'il arrête de donner en spectacle, mais pas avant de lui porter le coup de grâce, sa sœur aînée veut le voir. Et vite. À ces mots, l'héritier manque de rendre l'âme sur place. Un frisson lui parcourt l'échine, on comprend vite que dans cette famille, il y a quelqu'un d'encore plus terrifiant qui tire les ficelles. Alors que Sona fume avec un calme olympien, Théo réalise que sa mère est le cadet de ses soucis, sa sœur ne sera pas aussi tendre quand elle l'aura en face d'elle. Pendant ce temps, Gunmu est retourné à sa planque, un entrepôt qui ne paye pas de mine et tombe en ruine de l'extérieur, mais qui regorge de matos tactiques à l'intérieur. Son contact l'y attend un type aux cheveux bleus et lunettes roses sorti tout droit d'une rave, avec la patience d'un gosse qui a faim. Il l'accueille froidement en lui demandant pourquoi il a une tête de déterré. Gunmu, qui n'avouera jamais qu'il a failli finir en jouet pour milliardaire, lui sort l'excuse bidon d'une sieste qui a mal tourné. Le mec aux lunettes s'en fout royalement, il a fait sa part du boulot et a hacké le système de sécurité d'un certain Dominique pour le rendez-vous du jour. C'est la dernière mission de Gunmu avant la retraite, et son associé est très clair s'il foire. Il n'aura nulle part où se planquer. Le jeune homme reste là, le regard vide, réalisant que le vrai problème n'était ni la mission, ni même Théo Yeon. Le type qu'il n'aurait vraiment jamais dû croiser, c'est celui qui est assis en face de lui, ce contact qui ne le quitte pas des yeux. Mais il n'y a plus de marche arrière possible. Il doit finir le job s'il veut un jour pouvoir disparaître des radars pour de bon. Le hacker aux lunettes roses le rappelle à l'ordre d'un cri sec, toute l'opération repose sur ses épaules, il n'a pas le droit à l'erreur. Gunmu est une boule de nerfs, il ressasse ses échecs en boucle, hanté par le souvenir du jour où son prétendu meilleur ami l'a vendu pour 3 francs 6 sous. C'est clair qu'il a un don pour s'entourer des mauvaises personnes, mais son associé, à bout de patience, lui balance un coup de pied pour le sortir de sa transe. Ils n'ont qu'une petite heure devant eux, il est temps qu'ils se sortent les doigts et qu'ils se concentrent sur l'essentiel. Le plan est classique déguisement d'électricien et entrée par la grande porte. La cible est en voyage et n'a laissé qu'un pauvre garde pour surveiller l'immeuble, autant dire qu'ils n'ont qu'à se baisser pour ramasser. Ils déboulent en camionnette et passent devant la sécurité au culot. Le garde ne sourcille même pas. Une fois en place, le binoclard ouvre le tableau électrique et plonge tout l'édifice dans le noir. C'est le signal.
Sur le toit, Gunmu est déjà en train d'installer son rappel pour descendre. Il se jette dans le vide, atterrissant avec la légèreté d'une ombre, sans le moindre bruit, pendant que le garde panique au téléphone en essayant de joindre son patron pour signaler la coupure de courant. Le pauvre type ne se doute pas une seconde que le vrai problème vient de s'inviter par la fenêtre. Gunmu surgit derrière lui et lui assène un coup sec derrière la nuque, le laissant affaler dans un coin comme un vieux paquet malmené par la poste. Tranquillement installé avec son jus de fruits, le hacker surveille tout depuis ses écrans. Un truc le turlupine, la sécurité est bien trop légère pour un tel trésor. Il soupçonne Dominique d'être un amateur, ou alors le vrai coffre est caché ailleurs. Le gars aux cheveux bleus ne supporte plus que Gunmu n'en fasse qu'à sa tête au lieu de suivre le script à la lettre. C'est décidé, son associé doit disparaître de la circulation dès que ce sera fini. Il compte bien l'écarter dès ce soir pour ne pas avoir à partager le gâteau. Il écrase sa brique de jus d'un geste rageur et se remet au boulot. Gunmu parvient enfin à forcer le coffre et tombe sur une surprise de taille, un sac rempli de diamants roses. Le hacker manque de s'étouffer avec sa paille en apprenant la nouvelle et lui ordonne de tout rafler et de déguerpir Fissa. En tombant sur un flingue au milieu des liasses, le gamin se dit que ça peut servir, on ne sait jamais quand on aura besoin d'un plan B pour se sortir d'un sale pétrin. Mais le calme est de courte durée. Le radar se met à hurler, signalant que la bagnole de Dominique vient de se garer. En 2 secondes, tout part en vrille. Dès que les gardes découvrent leurs collègues ligotés, c'est le chaos total dans le bâtiment. Gunmu vérifie son équipement une dernière fois avant de sauter par la fenêtre. Mais Dominique défonce la porte d'un coup de pied, comme s'il ignorait l'existence des poignées. Il arrive avec une bande de gorilles tout droit sortis d'un film de mafia à petit budget. Dominique débarque juste à temps pour voir le gamin s'enfuir et se fige net en réalisant qu'il est braqué par un pistolet. Les hommes de main sont en nage, mais au lieu de presser la détente, le petit utilise l'arme pour lui fracasser le visage avec la crosse. Le craquement d'os est sans appel et son nez est désormais bon pour une reconstruction complète. Pendant que les autres hurlent comme si c'était la fin du monde, Gunmu profite du boucan pour se volatiliser dans la nuit. Pourtant, il n'a pas le cœur à la fête, il sait qu'il vient de se mettre dans une merde noire et qu'une mafia entière veut maintenant lui servir de paillasson. Son plan de retraite dorée vient de tomber à l'eau. Quelle évasion de malade Dominique s'est fait remettre les idées et le nez en place d'un seul coup. Si notre héros a utilisé la crosse pour lui refaire le portrait, vous, utilisez votre doigt pour défoncer ce bouton like abonnez-vous pour ne rien rater du prochain bordel. Et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je vous raconte. A plus, ces derniers jours ont été un vrai cauchemar, et Gunmu a encore du mal à réaliser le bordel qu'il a laissé derrière lui. Il repense à sa fuite et sent encore le souffle de la faucheuse sur sa nuque. Il a fracassé le visage de Dominique à coups de crosse, a raflé la cam et a sauté par la fenêtre comme une putain de cascadeur. Il a couru comme un dératé jusqu'à ce que J déboule pour le ramasser en vanne. Entre les mafieux à ses trousses et la conduite suicidaire de son partenaire, il se demande encore comment il a fait pour s'en sortir entier. Le hic, c'est que Dominique connaît sa tronche maintenant, et ce genre de type n'est pas vraiment du genre à tendre l'autre joue. Et pour couronner le tout, les bijoux sont de la pure camelote. L'expert les balance avec un mépris total, ce ne sont que des imitations bas de gamme. Bilan des courses, il s'est mis la mafia à dos pour 3 morceaux de verre teinté. Il a risqué sa peau, perdu son matos et signé son arrêt de mort pour un butin qui ne vaudrait même pas une guirlande de Noël. Alors que Gunmu a des envies de meurtre, J reste étrangement zen. Il charge son contact de tracer l'origine des pierres et l'embarque manu militari avant qu'il ne casse tout sous le coup de la rage. Comme le gamin est plus fauché que les blés, il finit par squatter un vieil entrepôt abandonné. Quelques jours plus tard, on le retrouve en plein entraînement intensif pour oublier qu'on veut lui faire la peau. Mais le calme, c'est pas pour lui. J débarque avec des news et une question qui le siffle net. Ça te parle, Teo Yeon, Gunmu manque de recracher ses poumons dans son verre d'eau. Il s'avère que le vrai diamant a refait surface lors d'une vente aux enchères pour milliardaires, raflé par le groupe Yeon-sun. Le hacker a déjà le plan. Il faut filer l'héritier pour voir ce qu'il mijote. Terminé, mon œil. J se fout de savoir si Gunmu est sur les rotules. Le job ne s'arrête que quand le diamant change de main. Le petit essaie de faire son difficile en prétendant que le contrat est fini. Mais le hacker aux lunettes roses ne gobe pas son baratin. J sent que l'histoire sonne faux. Il soupçonne qu'on lui cache un truc lourd, parce que personne ne lâche l'affaire juste avant le coup de grâce. Il commence à s'embrouiller sur la vie privée, mais pour un génie du réseau, le téléphone de Gunmu est un livre ouvert. J tombe sur un message de Teo Yeon demandant un rendez-vous pour enterrer la hache de guerre. Le destin est une belle ordure et Gunmu n'a pas le choix quand la cible te donne rendez-vous. Tu pointes ton nez. Et voilà le travail, il fait semblant de ne pas avoir envie de lui refaire le portrait tout en dînant avec ce Ken aux cheveux platine. Pendant qu'on lui sert un vin qui coûte plus cher que son salaire annuel, Gunmu analyse les infos. Le diamant rouge, le cœur d'Atum, n'a en fait jamais circulé sur le marché noir. Il a toujours appartenu au groupe Yeon-sun. Avec son sourire de façade impeccable, le type se répand en excuses et lui propose une suite à l'hôtel comme si c'était un pourboire. Teo Yeon joue les hôtes parfaits, il t'offre le dîner et la meilleure chambre. Tout ça pour te mettre à l'aise avant de lâcher la bombe. L'héritier mentionne qu'il voulait lui parler depuis leur rencontre, 1 mois avant l'incident.
Apparemment, Gunmu est le seul à avoir des trous de mémoire à cette table. Tentant de garder sa poker face, Gunmu nie en bloc, même si intérieurement il pédale dans la semoule pour comprendre ce que lui veut ce Ken de salon de coiffure. Soudain, ça lui revient il y a un mois. Ils étaient au même gala où ils s'étaient infiltrés, jouant les gravures de mode sur un balcon pour se fondre dans la masse. Ils avaient échangé 3 mots avant de tracer leur route. Pour lui, c'était un détail insignifiant. Pour ne pas perdre la face, il sort l'excuse classique, il était dans sa bulle ce soir-là et avait un peu trop forcé sur la bouteille, d'où le blackout. Le gosse le croit avec un sourire et confirme qu'en effet, il avait l'air plutôt d'humeur festive. Mais le ton change. Il avoue que s'il lui avait demandé son nom ce soir-là, il n'aurait pas commis une certaine erreur. Il ne dit pas quoi, mais à voir son regard, il est clair que le blondinet brûlait d'envie de faire sa connaissance de façon beaucoup plus approfondie. Théo Yeon continue son numéro de charme et propose de l'introduire dans des cercles très fermés. C'est l'opportunité que Gunmu attendait, servie sur un plateau d'argent. Le jeune homme délaisse son vin pour garder les idées claires avec son nouvel allié. Tout se goupille à merveille. Gunmu sourit, persuadé d'avoir enfin repris les rênes. Quelle ambiance archi tendue pour ce dîner avec ce Ken de catalogue. Si l'héritier n'a pas réussi à oublier sa tête de tout le mois, de votre côté, ne jouez pas les amnésiques et explosez-moi ce bouton like sans oublier de vous abonner. Dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez que je raconte sur la chaîne. On se capte à la prochaine!